Ce qui m'a fait franchir une étape supplémentaire, ce n'est pas une nouvelle donnée. C'est une lecture hors de mon champ. Un article d'écologie historique que j'ai trouvé par hasard en cherchant autre chose. L'auteur y décrivait comment, dans les colonisations humaines, les extinctions locales et les réorganisations écologiques ne sont pas seulement des conséquences, elles deviennent des conditions. On détruit un régime pour en installer un autre. On appelle cela développement, agriculture, infrastructure. Bonsoir, ici la nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'adhérer à une vision morale pour reconnaître une structure. J'ai alors fait une chose que je n'avais jamais faite, j'ai écrit, sur une page séparée, une comparaison purement formelle entre deux types d'événements. Événement A, une perturbation majeure naturelle, volcanisme, changement climatique. Anoxie produit une crise longue, diffuse, avec des bords flous, et une reprise lente. Événement B, une perturbation majeure ponctuelle produit une coupure nette, une simplification rapide et une stabilisation fonctionnelle. Dans l'histoire de la Terre, B est rare, mais il existe. Dans l'histoire humaine, B est fréquent, à une autre échelle. J'ai relu cela. J'ai senti immédiatement le danger. J'étais en train d'importer dans la paléontologie un schéma d'intention humaine et de le projeter sur des données géologiques. Je me suis juré d'arrêter là. Je me suis juré d'arrêter là. Je n'ai pas arrêté, parce que, quelques jours plus tard, en revenant sur mes données de sols fossiles et de dépôts continentaux, je suis tombé sur une autre régularité. Plus tangible que mes analogies. Dans plusieurs sections continentales, la phase post-crise montre des indices d'une formation rapide de sol, avec des profils qui suggèrent une végétation capable de stabiliser le paysage assez tôt. Pas une forêt mature, évidemment, mais suffisamment de couverture végétale pour réduire l'érosion, pour fixer des nutriments, pour créer des milieux relativement stables. Cela m'a frappé parce que, après une destruction massive de végétation, on s'attend à un monde qui saigne ses sols, qui perd ses nutriments dans les rivières, puis reste longtemps instable. Or, il y avait au contraire une tendance à la stabilisation. Quand j'ai mis cela en regard des pics de fougères, des indices de reprise opportunistes et des flux nutritifs, j'ai vu se dessiner un tableau que je n'osais pas nommer. Un monde remis à un état pionnier, puis rapidement consolidé. À force de tourner autour, je n'ai pas pu éviter une question que je me suis posée à moi-même, en termes aussi froids que possible. Si un processus devait préparer une planète à l'installation durable d'un groupe opportuniste capable d'exploiter des niches vides, quels seraient ses objectifs minimaux? Je n'ai pas écrit objectif, j'ai écrit résultats. Les résultats minimaux seraient supprimer les dominants, réduire la compétition, maintenir l'atmosphère respirable, maintenir l'eau accessible, stabiliser le climat dans une plage modérée, conserver des réservoirs de nutriments, et laisser un monde assez simple pour être rapidement colonisé par des généralistes. Je me suis rendu compte que, sans l'avoir voulu, je venais de décrire, à l'échelle du temps profond, les conditions qui ont rendu possible, bien plus tard, l'expansion d'un certain type d'animal, un mammifère social, omnivore, adaptable, capable de modifier son environnement. Je n'ai pas écrit humain. Je ne pouvais pas. Cela n'avait aucun sens dans une chronologie. Et pourtant, le mot s'imposait comme un bruit de fond. Le malaise venait de là, je voyais, dans la mécanique post-extinction, un paysage qui ressemblait à un prérequis. Je ne pouvais pas prouver que ce prérequis était pour quelque chose. Je pouvais seulement constater qu'il existe. Ce constat, si je l'avais livré en colloque, aurait été traité comme une dérive philosophique. Peut-être aurait-on eu raison. Alors je suis revenu à ce que je m'étais promis, chercher une contrainte indépendante, une donnée qui ne dépend pas de mon interprétation. Si ce que j'observais était réel, si la Terre avait connu, à ce moment-là, non seulement une destruction, mais une mise en condition, alors il devait exister une trace plus directe,
une signature qui ne se contente pas de suggérer une efficacité, mais qui indique une intervention d'un type particulier. Quelque chose de matériel, d'enfoui, de mesurable, qui ne se laisse pas réduire à une métaphore. Je ne savais pas encore où chercher. J'avais seulement compris que la piste n'était plus uniquement dans les isotopes et les courbes. Elle était aussi dans les objets. Et les objets, quand ils existent, finissent toujours par apparaître dans les marges d'un rapport, dans la mention d'une anomalie géophysique, dans un log de forage, dans un artefact au sens le plus banal, quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est à ce moment-là que j'ai pris contact, presque malgré moi, avec une équipe qui travaillait sur des anomalies gravimétriques autour de la structure de Chicxulub et de ses zones périphériques. J'ai formulé ma demande comme une curiosité technique. Rien de plus. Je voulais voir s'il existait, dans leur modèle, des résidus inexpliqués, des masses, des géométries, des signatures qui ne rentrent pas. Le premier message que j'ai reçu en retour était bref. Il ne contenait aucune révélation. Il contenait seulement une invitation à venir discuter d'un point étrange mais probablement trivial. C'est souvent ainsi que les choses commencent. Je suis allé les voir un matin de pluie, dans un bâtiment trop propre pour abriter des idées dangereuses. Le laboratoire de géophysique était à l'autre bout du campus, dans une aile où l'on n'entend plus le bourdonnement des spectromètres, mais celui des serveurs et des ventilations. Là, le monde ne se dissout pas dans l'acide. Il se reconstruit à partir d'ondes, de champs, de résidus. On n'y manipule pas des milligrammes, mais des inversions. On m'a accueilli avec cette politesse particulière des disciplines qui se croisent rarement, cordiales, prudentes, presque amusées. J'étais le géochimiste qui s'intéressait à une anomalie gravimétrique, et je sentais, derrière les sourires, une question implicite. Qu'est-ce qui vient chercher ici? Ils m'ont fait entrer dans une salle de réunion où un écran occupait un mur entier. Il y avait des cartes en faux relief, des coupes verticales, des volumes translucides colorés selon la densité. Chicxulub n'était plus un cratère. C'était un problème numérique. Le responsable de l'équipe, un homme à lunettes fines, m'a résumé leur travail en phrases simples. Mesurer des variations minuscules du champ de gravité, corriger les effets de la croûte, modéliser la structure profonde, comparer aux données sismiques. Les mots restaient accessibles, mais je sentais la complexité derrière. Je n'ai pas fait semblant de comprendre tout. Je me suis accroché à ce que je cherchais, un résidu. Il m'a montré d'abord ce que tout le monde connaît, l'architecture générale. Une grande structure d'impact, des unités de brèche, une zone de roche fondue, une géométrie en anneaux. Les cartes affichaient des contrastes de densité qui, pour eux, avaient presque une évidence. Pour moi, ce n'était qu'une traduction. La densité comme une autre forme de sédiment. Puis il a cliqué, et l'image a changé. Voilà le point étrange, est-il dit, sans dramatiser. Sur une coupe à une profondeur intermédiaire apparaissait une zone de densité anormalement élevée, pas énorme, pas un bloc massif qui crie. Une forme, il ne l'a pas appelée ainsi. Il a parlé d'artefacts possibles de l'inversion, de sensibilité aux contraintes, de corrélation avec des paramètres. Il a dit probablement trivial. Il a dit on ne veut pas surinterpréter. La forme pourtant avait quelque chose de difficile à ignorer. Elle n'était pas floue. Elle avait des bords relativement nets, comme si la transition de densité se faisait sur une distance courte. Elle n'était pas non plus diffuse comme une lentille de melt qu'on attendrait d'une fusion chaotique. Elle semblait, au contraire, se tenir. J'ai demandé si ce résidu persistait quand on changeait de modèle, de condition, de régularisation. Il m'a montré plusieurs inversions. La forme bougeait un peu, se tordait, mais elle revenait. Un peu comme une silhouette que l'on retrouve dans différents reflets. Je n'ai rien dit pendant quelques minutes. Je regardais comme je regarde une couche sédimentaire quand je ne veux pas encore lui donner un nom. Vous avez une hypothèse? Ai-je demandé. Ils en avaient plusieurs, toutes raisonnables, toutes prudentes, hétérogénéité du socle, intrusion magmatique plus tardive, variation de porosité, limite de résolution des données. L'une d'elles, la plus évidente,
était aussi la plus rassurante. Un reste de matériaux d'impact, enrichi en métaux, densité plus élevée, concentré par la dynamique de l'événement. Un fragment du corps, ai-je demandé. Le responsable a haussé les épaules, pas par mépris, mais par méthode. À ces énergies, on s'attend à une vaporisation et à un mélange important. Un fragment cohérent, c'est compliqué. Mais un enrichissement local en matériaux plus denses, oui, c'est possible. Il a ajouté une phrase que j'ai notée mentalement parce qu'elle ressemblait à celle de mes archives. Possible, mais ça demanderait des conditions particulières. Les conditions particulières. Encore. Je n'ai pas prononcé le mot qui me brûlait la gorge, contrôlé. Je l'ai remplacé par une question technique. Kien, la netteté des bords, vous l'expliquez comment? Il a souri, un sourire fatigué. On ne l'explique pas, on la discute. Et on attend d'autres données. C'était une réponse parfaite. La réunion s'est terminée sans révélation. Ils m'ont proposé d'accéder à une partie de leurs résultats, pas aux données brutes complètes, mais à des volumes suffisamment détaillés pour travailler. Je suis reparti avec une clé chiffrée, un accord de confidentialité standard, et une sensation étrange. Non pas d'avoir trouvé une preuve, mais d'avoir trouvé une forme qui refuse de se dissoudre dans le hasard. Les jours suivants, j'ai travaillé seul tard à faire ce que je sais faire, croiser. J'ai cherché si la zone de densité élevée pouvait correspondre à un enrichissement géochimique connu. Certains éléments comme l'iridium ou l'osmium ne se cartographiant pas ainsi. Mais on peut inférer des corrélations. Là où la densité suggère des matériaux plus métalliques, on pourrait attendre des signatures isotopiques particulières, ou des anomalies en éléments sidérophiles. Je n'ai pas trouvé de corrélation directe parce que les résolutions ne jouent pas dans la même cour. Mais j'ai trouvé autre chose, plus subtile. Les études anciennes mentionnaient, dans certaines carottes profondes, des fragments anormalement riches en certains métaux, décrits comme des inclusions difficiles à classifier. Rien de spectaculaire. Juste assez pour faire écho. À ce stade, j'aurais dû être satisfait. La géophysique me donnait une explication plausible, l'événement a laissé une hétérogénéité dense. La géochimie acceptait l'idée d'inclusion. Tout cela rentrait dans un scénario naturel. Et pourtant, je n'arrivais pas à m'arrêter. Parce que le problème n'était pas l'existence d'un résidu dense. Le problème était la cohérence de l'ensemble, la forme, la netteté, la séquence en phase que j'avais inférée des sphérules, la géométrie trop propre de certains signaux isotopiques et la stabilisation fonctionnelle post-crise. Pris séparément, chaque élément a une explication naturelle. Pris ensemble, ils dessinent un comportement. Je ne savais pas comment nommer ce comportement sans trahir la méthode. Alors j'ai décidé de le traiter comme un exercice de modélisation, pas comme une histoire. J'ai ouvert un carnet neuf et j'ai écrit en haut de la page une phrase volontairement sèche. Si l'on suppose un mécanisme qui vise une transition écologique nette sans rendre la planète durablement inhospitalière, quelles contraintes physiques minimales doit-il respecter? Je me suis arrêté sur vise, j'ai remplacé par produit. Je n'avais pas le droit de mettre une intention. J'avais le droit de décrire une optimisation comme un résultat. J'ai donc reformulé quels mécanismes naturels peuvent produire une transition nette, globale et suivie d'une stabilisation fonctionnelle dans une fenêtre de viabilité atmosphérique et hydrologique. À partir de là, j'ai fait ce que font tous les scientifiques quand ils n'ont pas de preuves. J'ai construit des scénarios concurrents et j'ai cherché lequel exige le moins de réglage. Scénario 1, impact seul avec cible sulfateuse, angle favorable et rétroaction climatique rapide. Cela fonctionne, mais demande une conjonction de paramètres qui, sans être impossible, devient lourde. Scénario 2, impact plus volcanisme, où le volcanisme prépare le système et l'impact déclenche. Cela explique certains stress préalables, mais ne rend pas compte facilement de la netteté de certains dépôts et de la propreté de certaines signatures. Scénario 3, impact fragmenté en plusieurs pulses. Cela donne une séquence,
mais produit normalement plus de variabilité et moins de frontières nettes. Scénario 4. Mécanisme composite en phase distincte dont l'impact n'est que la première. Ce scénario est le plus flexible, donc le plus dangereux. On peut y faire entrer tout ce qu'on veut. Je me suis interdit de choisir trop vite, mais je me suis rendu compte que depuis le début je cherchais la même chose. Une séquence. Un choc, oui. Puis une injection fine et haute. Puis une perturbation chimique courte mais intense. Puis une évacuation efficace de la perturbation. Puis une consolidation des cycles de surface. Puis une reconstruction fonctionnelle favorisant des généralistes. Cette séquence ressemble à ce que l'on observe, à d'autres échelles, dans les perturbations que nous produisons sur les milieux, feu, puis fumée, puis lessivage, puis stabilisation par espèce pionnière, puis colonisation et consolidation. Je sais que cette analogie est glissante, je l'ai traitée comme telle, je l'ai notée, puis encadrée d'un avertissement, analogie anthropique, à manier avec prudence. C'est là, précisément là, que quelque chose s'est fracturé en moi, sans éclat. J'ai compris que mon malaise ne venait pas de l'idée d'un choc cosmique, il venait de la ressemblance entre la logique de la crise et la logique des expansions. Je ne parle pas d'expansion militaire, ni de morale. Je parle d'un schéma énergétique. Quand un système vivant s'étend, il simplifie ce qu'il rencontre. Il convertit. Il remplace des dominants par des régimes plus exploitables. Il stabilise à sa manière. Je me suis surpris à pousser ce schéma hors de l'histoire humaine comme un exercice de pensée et à le projeter sur le cosmos, non pas parce que je croyais à des visiteurs, mais parce que c'était le seul endroit où la logique restait cohérente sans s'effondrer dans le hasard. J'ai écrit 4 mots en colonne, sans les commenter. Dissémination, répétition, adaptation, élimination. Je n'ai pas écrit colonisation. Je n'ai pas écrit invasion. J'ai choisi des termes de biologie presque. Puis j'ai ajouté, en dessous, comme une note de prudence. Ce n'est qu'un modèle formel, un motif, pas une preuve. Je savais que je franchissais une frontière, pas vers le fantastique, vers une hypothèse structurante qui, même si elle était fausse, allait colorer tout ce que je verrais ensuite. Je me suis donc imposé une règle, la seule qui me restait pour ne pas devenir mon propre piège. Chercher un document décisif, une donnée irréfutable, qui contraigne l'interprétation indépendamment de mon modèle. Pas une courbe qui ressemble, pas une séquence qui semble. Quelque chose qui, même présenté à un sceptique hostile, l'oblige à admettre qu'il existe un élément non expliqué. La forme dense ou chic-soluble n'était pas suffisante. Elle restait interprétable. Elle restait probablement triviale. Il me fallait autre chose. Il me fallait autre chose. Et c'est là que j'ai commis l'acte le plus simple et le plus irréversible de toute cette histoire. J'ai demandé l'accès à un jeu de données que je n'avais aucune raison professionnelle légitime de consulter. Les enregistrements d'une campagne d'imagerie profonde, réalisés pour des raisons techniques puis archivés, et dont les résultats complets n'avaient jamais été diffusés au-delà d'un cercle restreint de chercheurs. Je n'ai pas menti dans ma demande. Je l'ai formulée comme une curiosité scientifique sur la corrélation entre anomalies de densité et signatures géochimiques. On m'a répondu, après plusieurs jours, par un message court. D'accord, mais certaines sections sont sensibles. Vous comprendrez en les voyant. Cette phrase, dans un contexte scientifique, n'aurait pas dû me faire frissonner. Elle l'a fait. Le message est arrivé un mardi à une heure où les couloirs sont encore plats, et il avait le ton administratif des choses qui ne devraient pas exister, une confirmation d'accès, un identifiant temporaire, un protocole de téléchargement et une liste de conditions qui, prises une à une, n'avaient rien d'extraordinaire, mais dont l'ensemble dessinait une frontière. Mais je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai relu plusieurs fois, non pour en comprendre le contenu, mais pour en mesurer l'intention. On ne met pas ce type de garde-fou pour protéger une simple curiosité académique. Ou plutôt, on ne le fait que dans 2 cas, quand il y a un enjeu financier ou quand il y a un enjeu de réputation.
je me suis accroché à la première option. C'était plus simple. Chic Sulub mobilise des budgets, des consortiums, des partenariats. Les données profondes coûtent cher. On contrôle leur diffusion. J'ai signé, j'ai chiffré, j'ai téléchargé. Le jeu de données était volumineux, hétérogène. Il ne s'agissait pas d'un seul scan, mais d'un assemblage profil sismique en réflexion et en réfraction, modèle d'inversion gravimétrique raffiné, contrainte de vitesse sismique et, surtout, une série de sections que je n'avais jamais vues dans les publications grand public parce qu'elles étaient trop brutes, trop difficiles à résumer dans une figure. Dans mon métier, une couche est une ligne. Dans le leur, une structure est un volume. Je savais que je risquais de projeter mon obsession de netteté sur des images où la netteté peut être un artefact. Alors j'ai commencé par le geste le plus humble, regarder sans interpréter. Les premières heures n'ont rien donné. J'ai vu ce que je m'attendais à voir. Des contrastes, des interfaces, des zones chaotiques de brèches, des signatures de fusion. J'ai reconnu la logique d'un impact, même sans en maîtriser la langue. Il y avait de la violence dans ces volumes, mais une violence géologique, familière, celle qui casse, mélange, recristallise. Puis je suis arrivé aux sections marquées, sensibles. Elles n'étaient pas censurées, elles étaient simplement accompagnées d'une note, interprétation non stabilisée, ne pas diffuser. La première section sensible était une coupe profonde, traversant la zone où l'équipe avait déjà repéré le résidu dense. Sur l'écran, l'anomalie apparaissait différemment selon les filtres, tantôt comme une lentille, tantôt comme une masse plus compacte, tantôt comme une zone de vitesse anormale. Ce n'était pas cela, pourtant, qui m'a arrêté. Ce qui m'a arrêté, c'est la présence d'une interface interne, un plan. Un plan n'est pas un objet que l'on aime voir dans une structure d'impact. Pas un plan continu, pas un plan qui conserve une cohérence géométrique malgré les inversions. Le plan, ici, se manifestait comme une discontinuité nette dans les propriétés. Une frontière sur laquelle plusieurs paramètres changeaient en même temps. J'ai pensé immédiatement artefact de traitement, puis j'ai basculé sur une autre section issue d'un autre traitement. Le plan était encore là, pas au même endroit exact, mais avec la même orientation générale. J'ai changé d'échelle. Il persistait. Je ne veux pas exagérer ce que j'ai vu. Ce n'était pas une plaque brillante au milieu du cratère. C'était une cohérence improbable dans un monde de chaos. J'ai fait ce que je fais toujours quand une cohérence apparaît. J'ai cherché si elle était isolée. Les sections suivantes montraient en périphérie d'autres discontinuités plus faibles, mais orientées de manière similaire. Comme si quelque chose dans la structure avait une anisotropie, un sens privilégié, là où l'on attend une symétrie radiale perturbée par l'angle d'impact, oui, mais pas une organisation interne persistante. Je me suis entendu respirer dans la salle. J'étais seul, et j'avais cette sensation absurde qu'un volume de données pouvait me regarder en retour. Je me suis forcé à revenir au vocabulaire neutre. Discontinuité persistante, anisotropie interne, corrélation multiparamètres. Rien là-dedans ne dit artificiel. Ce sont des mots qui disent seulement « ceci n'est pas facile à expliquer avec un modèle simple ». J'ai appelé le responsable de l'équipe, celui que j'avais rencontré. Je lui ai décrit ce que je voyais en choisissant mes mots comme on choisit un instrument de précision. Je ne voulais pas qu'il entende dans ma voix une histoire. Je voulais qu'il entende un problème technique. Il m'a laissé parler, puis il a dit, très calmement, « Oui, c'est exactement ce point-là. Et c'est pour ça qu'on ne diffuse pas. Parce que tout le monde a une explication préférée, et qu'aucune ne tient très bien. » Je lui ai demandé quelles étaient les explications. Il les a énumérées sans conviction excessive. Un plan de faille préexistant réactivé par l'impact, une interface lithologique particulière du socle, une intrusion plus tardive, un effet de résolution qui aligne des gradients. Puis il a ajouté « Le problème, ce n'est pas qu'on ne peut pas expliquer, c'est qu'on doit expliquer plusieurs choses à la fois, la densité, la vitesse, l'atténuation et cette cohérence d'orientation. » Ça commence à faire beaucoup de contraintes.
Je lui ai demandé s'ils avaient cherché des analogues dans d'autres structures d'impact. Il a hésité, puis il a répondu « On a regardé. Ce n'est pas propre à Chicxulub, mais ici c'est plus net et plus important. » Le mot « net » est sorti de sa bouche comme un aveu involontaire. J'ai raccroché et je suis resté avec la pire des situations, une anomalie qui n'est pas une preuve, mais qui refuse de disparaître. C'est à partir de ce moment-là que ma pensée a commencé à se fracturer. Non pas vers une conclusion, mais vers un modèle. Je me suis rappelé mes propres mots, écrits avant même ces données, la séquence. Le choc, puis l'injection, puis la perturbation courte, puis la stabilisation, puis la reconstruction fonctionnelle. La géophysique ajoutait maintenant autre chose, une cohérence interne, un sens. Un sens ne veut pas dire une intention. Un sens peut exister dans la nature. Mais il impose une contrainte, un mécanisme qui n'est pas entièrement aléatoire. Je me suis surpris à faire un parallèle immédiat avec mon biais circulaire sur la piste astronomique. Nous reconstruisons l'impacteur optimal pour expliquer les effets. Et si, au lieu de reconstruire l'optimal, nous étions en train d'observer quelque chose qui, par sa structure même, impose un comportement optimal. Cette phrase m'a fait peur parce qu'elle me donnait une cohérence globale. Et quand une cohérence globale arrive trop tôt, elle est souvent un piège. Alors j'ai cassé mon propre élan. Je me suis imposé une contrainte supplémentaire, chercher des explications naturalistes qui produisent à la fois une discontinuité plane, une anisotropie et une masse dense persistante dans une zone d'impact. Je me suis plongé dans la littérature sur les centrales uplift, sur les anneaux de pic, sur la façon dont les roches se comportent sous choc, sur les structures de cisaillement, sur les zones de fusion et de mélange. J'ai cherché des cas où des plans cohérents surgivent à un événement chaotique. Il y en a. Rarement, mais il y en a. Des failles réactivées, des interfaces lithologiques fortes, des contrastes de rhéologie. La nature peut conserver des plans, mais dans les cas comparables, ces plans ne se corrèlent pas aussi bien avec des anomalies multiparamètres. Ils ne portent pas, en même temps, une signature de densité et une signature de vitesse si cohérentes. Je me retrouvais avec une explication possible qui, pour fonctionner, devait être réglée, il fallait une faille au bon endroit, avec la bonne orientation, la bonne composition, et un impact qui la révèle sans la détruire. Encore une convergence. Je me suis alors déplacé, presque malgré moi, vers l'endroit où l'esprit cherche toujours refuge, quand il veut rester rationnel, la probabilité. Une convergence, sur des dizaines de millions d'années, n'est pas impossible. Mais la répétition de convergence, dans un même événement, commence à ressembler à une signature de système. C'est là que mon modèle formel, celui que j'avais griffonné sans y croire, a cessé d'être une simple métaphore. Dissémination, répétition, adaptation, élimination. Je ne pouvais pas le démontrer. Mais je pouvais le tester comme on teste une hypothèse, en cherchant si le motif se retrouve ailleurs. Je n'ai pas cherché ailleurs, dans les extinctions de masse, parce que je n'avais pas accès à des structures comparables. J'ai cherché ailleurs dans les impacts. Il existe sur Terre des dizaines de cratères connus, et pour certains des jeux de données géophysiques existent. Ils ne sont pas tous comparables. Beaucoup sont érodés, enterrés, déformés. J'ai choisi les mieux étudiés, ceux qui ont des inversions gravimétriques et des profils sismiques de grandes structures anciennes et plus récentes. J'ai cherché non pas une masse dense, mais une cohérence interne orientée. J'ai trouvé, dans 2 cas, des mentions de résidus difficiles à expliquer, des anomalies de densité plus régulières que prévues, des interfaces internes interprétées comme des hétérogénéités du socle. Rien qui crie. Mais suffisamment pour faire naître une pensée extrêmement dangereuse, et c'est ce que nous appelons signature résiduelle, était parfois l'empreinte d'un même type de phénomène, modulé par les conditions locales. Je n'ai pas laissé cette pensée grandir. Je l'ai immédiatement encadrée de scepticisme, biais de sélection, données hétérogènes, interprétation variable. Pourtant, la fracture était là. Parce que,
Pendant que je compilais, je réalisais une autre chose: si un mécanisme existe, s'il produit une séquence, alors il doit être conçu, au sens le plus froid du terme, pour ne pas rendre la planète durablement inhospitalière. La Terre, après la limite, reste dans sa zone de viabilité. Atmosphère, eau, température, perturbée, mais pas brisée. C'est exactement ce que j'aurais voulu si je cherchais une transition de régime, pas une stérilisation. Je n'ai pas écrit « j'aurais voulu ». J'ai écrit « un mécanisme visant une transition de régime préserverait la viabilité ». J'ai relu la phrase. Le mot visant était revenu, je l'ai gardé, parce qu'à force de le bannir, je l'utilisais sans cesse sous d'autres formes. À ce stade, l'honnêteté exigeait de reconnaître que mon esprit travaillait avec l'idée d'une finalité, même si je refusais de la nommer comme telle. C'est cela, la révélation fracturée, pas une certitude, mais l'apparition d'une forme de finalité dans des données qui, jusqu'ici, ne parlaient que de causalité. Je n'ai pas dormi les nuits suivantes, non par peur, mais par excès de cohérence. Une cohérence peut intoxiquer un cerveau plus sûrement que l'angoisse. Alors, pour me sauver, j'ai cherché le seul antidote, une preuve matérielle ou l'échec. Si la discontinuité et la masse dense correspondent à quelque chose de réel, alors il doit exister, quelque part, un échantillon. Pas une inversion, pas un modèle, un morceau. Je savais que des forages avaient été réalisés à Chicxulub à différentes époques et qu'un programme international récent avait récupéré des carottes profondes, notamment dans la zone d'anneau de Pix. Je savais aussi que ces carottes étaient, pour beaucoup, soigneusement cataloguées, stockées, et que leur accès était contrôlé. Je n'avais aucune raison officielle d'y toucher au-delà de mes compétences. J'ai pourtant écrit une demande sobre, technique. Je souhaitais comparer des signatures isotopiques et élémentaires avec des anomalies géophysiques. Je demandais l'accès à des sections précises, celles qui, selon les modèles, traverseraient la zone de discontinuité. La réponse n'a pas été un refus. Elle a été une question. Pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? C'est une question innocente en apparence, mais dans le monde des consortiums, c'est la question qui sert à repérer les gens qui ont vu quelque chose. J'ai répondu avec prudence, en restant dans le langage acceptable. Corrélation multiparamètres, hypothèse d'interface lithologique. Besoin de contraindre l'interprétation. 2 jours plus tard, on m'a proposé un rendez-vous, pas avec un technicien, mais avec un comité restreint de chercheurs impliqués dans la gestion des carottes. Je ne savais pas encore ce que je verrais, ni même si je verrais quoi que ce soit. Mais je savais que j'avais franchi une autre frontière, celle où l'on ne travaille plus seulement sur des données publiques, mais sur des objets que des institutions protègent, non parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils sont sensibles. Et ce mot, dans ma tête, ne voulait plus dire coûteux. Il voulait dire capable de changer la manière dont on raconte ce que l'on sait. Le comité n'était pas un tribunal, mais il en avait la géométrie. Ils étaient 5, assis autour d'une table trop large, avec des ordinateurs fermés devant eux comme des boucliers. 2 étaient des géologues d'impact, un était géophysicien, une était responsable de collection, et le dernier, silencieux, avait l'air d'un administrateur scientifique. Celui qui ne signe pas des articles mais signe des accès. On m'a offert un café, j'ai refusé. J'avais besoin que mes mains restent calmes. La première question a été répétée, avec une nuance différente, comme si chacun voulait entendre ma réponse dans sa propre langue. Pourquoi ces sections-là? J'ai redonné la même réponse que par écrit, en l'épaississant juste assez pour qu'elle ait l'air de la vérité complète, corrélation multiparamètres, discontinuité interne persistante, hypothèse d'interface lithologique, besoin de contraindre la nature des matériaux. Je n'ai pas mentionné mes listes, ni mon mot viable, ni mes analogies. Je n'ai pas mentionné le modèle formel. J'ai parlé comme un scientifique qui veut résoudre un problème de matériaux. Ils ont hoché la tête, et j'ai compris qu'ils n'étaient pas là pour décider si j'étais sérieux. Ils étaient là pour décider si je devais voir ce qu'eux avaient déjà vu. La responsable de collection a pris la parole. Elle a expliqué d'un ton neutre
que les carottes profondes de Chicxulub ne sont pas simplement des échantillons, ce sont des objets politiques. Chaque fragment a une chaîne de garde, une responsabilité, une histoire de financement, et parfois des querelles anciennes. L'accès est contrôlé pour de bonnes raisons, et aussi pour de mauvaises. Puis elle a dit, vous voulez corréler une anomalie géophysique avec un matériau, c'est raisonnable, mais il faut savoir que certaines sections ont déjà été problématiques. Ce mot problématique a été prononcé comme une politesse. Le géologue d'impact, celui qui avait l'air le plus fatigué, a ajouté « On ne cherche pas à cacher, on cherche à éviter les interprétations prématurées. » Je savais ce que cela signifiait. On ne cache pas un résultat quand on est sûr de lui. On l'enterre quand on ne sait pas comment le dire sans se ridiculiser. Ils m'ont fait signer un addendum. Rien d'illégal. Rien de sensationnel. Un engagement de ne pas diffuser d'images brutes, de ne pas publier sans validation du consortium sur certaines zones, de ne pas extraire de sous-échantillons sans accord écrit. Je l'ai signé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.